fait penser parfois à une forme de guerre civile, c'est-à-dire que certains ont choisi un camp et d'autres ont choisi l'autre. Donc et puis comment plaquer c'est ça, dire oui c'est une guerre coloniale qui commence le 24 février 2022, c'est faire l'impasse sur tout ce qui s'est passé avant. – 21h, Europe 1 Soir, Clélie Mathias. Et les 4 ans de guerre en Ukraine, on en parle justement. Nous sommes en ligne avec Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta. Gilles Boutin est avec moi en studio, journaliste en politique économique au Figaro, et Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. 4 ans de guerre, Régis Le Sommier. Emmanuel Macron est sceptique sur une paix à court terme. Et vous alors aussi ? Oui, écoutez, vu l'état actuel de ce qui se passe sur le front, on voit pas pourquoi j'entends ces appels justement de la coalition des volontaires à demander à la Russie un cessez-le-feu inconditionnel, mais actuellement il y a rien qui indique dans le tempo opérationnel pris par les Russes et également par les Ukrainiens, parce qu'il y a eu des contre-offensives assez couronnées de succès dans le sud pour l'Ukraine, mais les deux adversaires en ce moment sont toujours à la manœuvre et ça ne ralentit pas, en particulier dans le Donbass, ce fameux Donbass que Vladimir Poutine veut conquérir à tout prix. Là, il y a vraiment une poussée des Russes en ce moment à l'ouest de Siversk, par exemple, et une des dernières places fortes ukrainiennes dans le secteur qui s'appelle Sloviansk pourrait être menacée. Donc, il n'y a rien n'indique actuellement que on va vers une accalmie et en tout cas pas un cessez-le-feu. Et pour ce qui est du front, on va dire de l'intérieur, les Russes mettent des coups de boutoir terribles actuellement sur les réseaux électriques ukrainiens. C'est une des techniques qu'ils ont accru, des moyens de pression qu'ils ont adopté en 2025 et qui continuent dans cet hiver particulièrement douloureux 2025-2026. Et ils s'attaquent effectivement aux réseaux électriques, et ça commence à avoir des conséquences assez il y a de plus en plus de coupures de courant côté ukrainien et de plus en plus de mal à distribuer l'électricité dans la population. Évidemment, ça crée de gros problèmes en ce moment. Ouais. On va tirer le bilan de ces 4 ans de guerre si on le peut, mais juste avant, puisque vous êtes déjà allé à de nombreuses reprises, cette fois je crois sur le front, comment est le moral des troupes finalement ? Écoutez, moi j'ai eu l'avantage de couvrir cette guerre en Ukraine. Au début, j'ai été côté ukrainien, mais c'était pas du tout la même période. C'était la période 2022. J'étais avec des volontaires français qui cherchaient à rejoindre l'armée ukrainienne et à s'engager. Et à l'époque, il y avait une sorte d'atmosphère, on dirait un petit peu comme les brigades internationales à l'époque en 1936 en Espagne, c'est-à-dire le monde entier accourait au chevet de l'Ukraine. Vous aviez des humanitaires aussi, vous aviez tout un tas de gens comme ça qui arrivaient, qu'on croisait sur les routes, dans les hôtels, etc., etc. C'était tout le monde venait aider l'Ukraine. Évidemment, je n'ai plus eu de possibilité d'y retourner ensuite. Je suis allé côté russe. Côté russe, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai pu voir l'évolution de cette guerre, d'une guerre, on va dire classique, de haute intensité, mais classique, et surtout l'effet terrible de l'arrivée des drones et la façon dont cette guerre s'est complètement transformée. D'ailleurs, les drones ont permis aux Ukrainiens de tenir là où ils avaient des pénuries de troupes, c'est-à-dire que les Ukrainiens ont merveilleusement utilisé les drones en position défensive pour empêcher les Russes de progresser. Et depuis, je vais dire 2023, on est dans des positions où les Russes grignotent du terrain. Alors de façon plus ou moins rapide, il y a eu des moments, il y a eu des percées véritables. À Dobropila en août dernier, il y a eu, vous avez eu Gulaïpol aussi, qui est une ville qui a été conquise par les Russes assez rapidement au sud, et actuellement la ville de Zaporijjia est aussi pourrait être menacée assez rapidement, donc une énorme métropole. Donc les Russes ont
pu faire des avancées, mais les Ukrainiens ont utilisé assez astucieusement les drones pour les ralentir et justement pour combler leur pénurie d'hommes, parce que c'est vraiment le point noir pour l'Ukraine, c'est que il n'y a pas assez de troupes et que on peut pas en fabriquer et on peut pas non plus espérer des alliés qu'ils amènent des troupes en nombre suffisant pour aider les Ukrainiens. Et de toute façon, c'est serait évidemment menacé par les Russes qui ont déclaré que si les troupes de l'OTAN se trouvaient sur le territoire ukrainien, elles seraient légitimement des cibles. Donc voilà, la situation est assez... on va dire que les Ukrainiens ont quand même incroyablement résisté pendant toutes ces périodes. Ils ont même mené des assauts très audacieux, mais qui se sont révélés absolument catastrophiques finalement, notamment la percée de Koursk. Moi, j'étais sur le front à Koursk et c'était effectivement l'idée était d'attaquer, de porter la guerre dans le territoire russe. Et c'est ce que les Ukrainiens avaient réussi. Malheureusement, l'épisode de Koursk et du saillant Souja notamment s'est révélé catastrophique en termes de perte de nombre de troupes et surtout de matériel de la part des Ukrainiens qui n'ont pas pu tenir l'emprise plus de 6 mois. Voilà. Emmanuel Macron a souligné le triple échec de la Russie en Ukraine sur des plans militaires, économiques, stratégiques. Donc 4 ans jour pour jour après le début de cette guerre, Régis Le Sommier, est-ce que vous auriez utilisé le mot échec aussi ? Écoutez, il est clair que Vladimir Poutine n'a absolument pas obtenu ce qu'il voulait au début, c'est-à-dire changer le régime, on va dire, à Kiev, mais quelqu'un qui lui soit favorable, faire en sorte que l'Ukraine... Allô ? Oui, il y a eu une petite interférence, un petit problème de liaison, mais c'est bon. On vous entend. Je continue. Non, faire en sorte que il est donc quelqu'un qui soit en sa faveur à Kiev. Il avait comme objectif la démilitarisation de l'armée ukrainienne. Ça ne se produira jamais puisque l'Ukraine a constitué une force de résistance absolument incroyable et a développé une armée qui est peut-être l'armée la plus performante actuellement en Europe. Donc il y a plein d'échecs de la Russie, mais je n'irai pas jusqu'à dire que la Russie est à genoux. Je n'irai pas jusqu'à dire que la Russie économiquement est en déroute. Elle a tenu des taux de croissance de plus de 4% en 2023-2024, avec un essoufflement majeur en 2025. Maintenant, elle est toujours capable de tenir, et surtout la Russie, dans un conflit comme celui qui est actuellement, n'a pas de pénurie de troupes à la différence des Ukrainiens. Alors, ça ne veut pas dire que la situation est reluisante pour les Russes non plus, mais les Russes ont tenu et ils ont réussi à diversifier leur économie, à contourner les sanctions pour une grande part, même si ces sanctions leur coûtent aussi, et les résultats escomptés par les Occidentaux et les Américains d'affaiblir la Russie ne se sont pas produits non plus. Alors, je donne la parole à Jean-Michel Salvatore. Alors, 4 ans de guerre, évidemment, on fait la comparaison avec la guerre 14-18. Et il y a une chose dont on ne parle pas beaucoup, je trouve, c'est le bilan humain de cette guerre. C'est vrai que si on compare avec la guerre de 14-18, il y avait eu, je crois, 20 millions de morts. On n'en est évidemment pas là entre la Russie et l'Ukraine. Mais qu'est-ce que l'on sait sur le nombre de morts de part et d'autre, le nombre de blessés? Et est-ce qu'on a le détail entre les soldats et les civils dans ce bilan? Régis Le Sommier. Écoutez, c'est le secret peut-être le mieux gardé de cette guerre, c'est le nombre exact de morts de chaque côté. C'est-à-dire qu'aucun des deux belligérants ne donne d'indication. Maintenant, il y a on sait qu'on est à plus de 100 000 au moins. Alors attendez, parce que Régis Le Sommier, ça a coupé la liaison pile quand vous donniez le chiffre. Alors on l'a pas eu, ça reste le secret le mieux gardé, puisque ça a vraiment coupé. Ça reste le secret le mieux gardé. Je suis donc je vous fais répéter, désolé. je suis navré. Écoutez. Bon, non, moi je dirais que voilà, il y a au minimum 100 000 des deux côtés et peut-être beaucoup plus. 100 000 morts. 100 000 morts. Difficulté.
100 000 morts, oui. Donc voilà, peut-être beaucoup plus. Ça veut dire que 100 000 morts, ça veut dire 3 fois plus de blessés. On le voit, hein, les photos des cimetières ukrainiens sont absolument incroyables. C'est des champs de tombes avec des drapeaux. Les Russes sont beaucoup plus sourcilleux à ne pas montrer cet aspect-là, mais il y a au moins, actuellement, on imagine au moins entre 15 et 17 fois le nombre de morts de la guerre d'Afghanistan. Donc ça, c'est des chiffres à peu près, voilà. Mais c'est très difficile d'avoir une fourchette exacte et c'est surtout difficile d'avoir la proportion. On sait que les Russes ont perdu beaucoup d'hommes dans les premières années de la guerre et moins dans les suivantes, tandis que les Ukrainiens, en tentant justement d'endiguer la progression des Russes, en ont beaucoup plus perdu actuellement et dans les 2 dernières années qui se sont écoulées. Donc voilà, c'est le secret gardé mais de toute façon, ce qu'il faut regarder, c'est la proportion. Vous avez 141 millions d'habitants en Russie et vous en avez, avant la guerre, vous en aviez à peu près 40 en Ukraine. Aujourd'hui, vous avez au moins 7 millions d'Ukrainiens qui sont à l'extérieur de l'Ukraine. Vous avez beaucoup de jeunes qui sont partis d'Ukraine et la difficulté, effectivement, ce sont les recrutements. Et quand vous avez cette proportion-là, eh bien, vous comprenez que le pays qui souffle le plus actuellement, évidemment, c'est l'Ukraine et que la situation est absolument catastrophique. Ce qui ne veut pas dire que l'Ukraine va perdre la guerre, ce qui ne veut pas dire qu'elle est voilà, mais en tout cas quand la coalition des volontaires réclame un cessez-le-feu, c'est pour que l'Ukraine puisse souffler parce que actuellement et depuis un petit moment déjà, l'Ukraine souffre énormément. Gilles Boutin. Bonsoir Régis Le Sommier. Je me demandais, est-ce qu'on ne se trompe pas en parlant de paix et même à long terme ? Quand on sait que Vladimir Poutine, lui, ce qu'il veut, in fine, c'est la soumission de l'Ukraine, et que l'Ukraine, elle, on la comprend, veut simplement sa liberté de choisir son destin et recouvrer son intégrité territoriale. Par conséquent, est-ce qu'on ne s'oriente pas vers un gel, une espèce de solution à la coréenne ? Oui, c'est une analyse juste, mais je pense que ça c'est aussi, ça fait partie des discussions qui ont lieu actuellement, notamment entre les Ukrainiens et leurs partenaires européens et les Américains aussi. C'est cette fameuse question des garanties de sécurité qui pourraient se faire in fine avec des concessions sur la question des territoires. Donc c'est-à-dire que les Ukrainiens montrent de l'inflexibilité sur la question des territoires et les Russes ne veulent pas de l'OTAN à leurs frontières. Quand je dis garantie de sécurité, ça veut dire une forme d'article 5 qui pourrait s'appliquer à l'Ukraine et qui impliquerait les États-Unis notamment, ce que souhaite Volodymyr Zelensky, c'est-à-dire d'impliquer les États-Unis de façon à ce que si le conflit recommence, s'il y a un gel et que le conflit recommence, eh bien les États-Unis à ce moment-là s'impliqueraient massivement. C'est donc sur ces deux aspects-là, cession de territoire d'un côté et garantie de sécurité de l'autre, que tout se joue en ce moment. Maintenant, oui, vous avez raison. Le problème, mais là, à mon avis, où il faut voir les choses un petit peu différemment, je ne suis pas absolument persuadé que Vladimir Poutine et les Russes soient intéressés par l'ouest de l'Ukraine. Ils savent très bien que s'y trouvent les populations les plus nationalistes en Ukraine, les moins russophones, et que conquérir ce territoire-là leur poserait beaucoup de problèmes de gestion. Et vu la progression des Russes depuis 2 ans, il faut regarder ce qu'ils ont pris. Ils ont pris 200 kilomètres. Le front a reculé 200 kilomètres dans le Donbass depuis 2 ans. Ils sont pas aux portes de Berlin ni de faire défiler leurs chars sur la place rouge. Donc en attendant, le Dniepr paraît une frontière possible, c'est-à-dire que s'il s'attaque à Zaporijjia, il ne restera plus que la ville de Dniepro. Il faut voir qu'actuellement, au vu de l'évolution du front, on se bat dans l'oblast de Zaporijjia et on se bat dans l'oblast de Dniepropetrovsk, ce qui veut dire qu'on est en passe, les Russes sont en passe de quitter le Donbass. Ils ont déjà pénétré ces 2 oblasts et là,
le territoire leur est beaucoup plus favorable. Le Donbass était fait de champs, d'usines en ruine pour certaines, des friches industrielles un peu partout, des collines et des villes encaissées très difficiles à conquérir, avec des terrils, des mines de charbon et autres, et tout ça rendait la progression des Russes extrêmement pénible. 19h, 21h, Europe 1 Soir. Clélie Mathias. Je suis toujours en compagnie de Jean-Michel Salvatore, Gilles Boutin et Régis Le Sommier, grand reporter, directeur de la rédaction d'Omerta, qui est en ligne avec nous. On parle bien sûr des 4 ans de guerre en Ukraine. Écoutez, Régis Le Sommier, Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, qui a estimé que la Russie menait une guerre coloniale contre l'Ukraine. Cette guerre est une guerre coloniale. Et elle part d'un fantasme impérialiste, celui de Vladimir Poutine, qui se solde aujourd'hui par un échec cuisant, j'y reviendrai. Mais c'est une guerre coloniale. Et il y a des forces politiques qui passent leur temps à vouloir accuser la France de sa relation ou de la relation qu'elle entretient avec son passé colonial. Elle ferait mieux, ces forces politiques, de diriger leurs critiques et leurs attaques sur la Russie de Vladimir Poutine, qui est lancée dans cette guerre injustifiée, injustifiable depuis 4 ans. Qu'en pensez-vous, Régis Le Sommier, une guerre coloniale? Non, écoutez, c'est un petit peu... ça me gêne un petit peu, cette espèce de façon de plaquer une sorte on trouve une formule et puis on l'applique sur... Voilà, je pense que le problème est bien plus compliqué que ça. C'est-à-dire que moi, pour m'être rendu de nombreuses fois du côté russe, je peux vous dire que beaucoup de gens, de soldats que j'ai rencontrés, notamment des soldats des oblasts de Lugansk et de Donetsk, qui sont les 2 zones séparatistes de l'Est, ont de la famille qui combat des oncles qui combattent dans l'armée ukrainienne en face. C'est assez courant, ça fait penser parfois à une forme de guerre civile, c'est-à-dire que certains ont choisi un camp et d'autres ont choisi l'autre. Donc et puis comment plaquer c'est ça, dire oui, c'est une guerre coloniale qui commence le 24 février 2022, c'est faire l'impasse sur tout ce qui s'est passé avant, depuis le Médan et depuis justement la guerre à l'Est qui a eu. Ah, la liaison coupe. Régis Le Sommier, je suis navrée, hein, la liaison coupe. Je ne sais pas si vous allez rester avec nous. Jean-Michel. Non, alors on va essayer de voir Jean-Michel Salvatore. Oui, on parlait des négociations qui sont loin d'être terminées, d'un cessez-le-feu qui n'est pas encore là. Moi, je voudrais vous interroger sur les concessions, si on y arrive. Sur les concessions territoriales possibles. Le président Zelensky, qu'est-ce qu'il peut raisonnablement espérer d'une négociation? Est-ce qu'il a déjà fait une croix sur la Crimée et sur le Donbass? Quand il en parle, vous m'entendez là? C'est bien, oui, là? Ça y est. Ouais, pardon. Oui, hein. Donc quand il parle à son public, quand il parle... Non, alors ça coupe toujours. Régis Le Sommier, je pense qu'on va devoir couper totalement la liaison. Je suis navrée, mais je crois que c'est mieux parce qu'on a des problèmes techniques pour vous joindre. Non, et on vous a perdu totalement, c'est ce qu'on me dit en régie. Merci quand même à vous, Régis Le Sommier. Peut-être une dernière remarque, Gilles Boutin, sur ces 4 ans de guerre et ce bilan. Et je vais convertir ma question en remarque. Oui, vous pouvez. Vladimir Poutine avait déclenché son opération sur un contrat tacite avec la société russe, qui était une invasion, mais pas de déstabilisation majeure de la société russe. Et aujourd'hui, vous me direz, ça fait quelque temps déjà qu'on se demande combien de temps l'économie russe et la société russe vont tenir. Cependant, le vivier d'hommes se tarit, et là où il se servait, c'est-à-dire dans les régions plutôt asiatique, on va dire, de la Russie, ce vivier se réduit, et donc il devient compliqué de préserver la société russe urbaine, moscovite ou autour de Saint-Pétersbourg. Et la grande question, c'est de savoir comment il va faire pour maintenir ce conflit, en ne suscitant pas une colère forte au sein de la société russe, quand bien même cette société est effectivement connue pour être particulièrement résiliente. Jean-Michel Salvatore. La question aussi, c'est comment il va continuer à financer la guerre. Jusqu'à présent, il a beaucoup profité de la manne pétrolière, puisqu'il
ils continuaient à vendre beaucoup de pétrole, notamment aux Européens, et qui étaient dans une situation absolument incroyable, que finalement les Européens ont quasiment financé la guerre du côté des Russes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, les Européens achètent beaucoup moins de pétrole à la Russie. Les Russes ont beaucoup plus de mal à vendre, à écouler leur pétrole sur le marché mondial. Ont arrêté d'en acheter. Et donc les prix du pétrole russe ont été divisés par 2. Et donc ça, c'est une vraie difficulté pour Vladimir Poutine, parce qu'une guerre, ça coûte extrêmement cher. Ça fait 4 ans que ça dure. Et donc là, c'est vrai que c'est la preuve aussi que les sanctions, d'une certaine façon, peuvent avoir une certaine efficacité, même si elles vont avoir une efficacité très forte au bout de 4 ans. Et on voit bien que c'est pas aussi facile d'imposer des sanctions à un pays comme la Russie. On aura l'occasion, hélas, d'en reparler, puisque ça fait 4 ans et que visiblement, ça risque de continuer cette guerre. J'en profite pour remercier de nouveau Régis Le Sommier d'avoir été en ligne.